Tu sais, il y a une pensée qui revient souvent, la nuit, quand le silence se fait trop lourd et que les chiffres dansent derrière tes paupières closes. Cette pensée, c'est « si seulement j'avais plus d'argent ». Si seulement ce virement tombait, plus gros. Si seulement cette opportunité, cette chance, ce ticket gagnant. On a tous fait ce rêve, un jour ou l'autre. On a placé sur cette chose abstraite, ces nombres sur un compte, ce papier coloré, l'entière responsabilité de nos limites, de nos frustrations, de cette sensation sourde de ne pas être arrivé là où l'on pensait aller. Et si je te disais que tout cela, ce raisonnement qui semble si évident, si logique, est peut-être la plus grande illusion que nous entretiennent nos peurs? Si tu n'es pas riche, aujourd'hui, ce n'est pas à cause de l'argent. L'argent n'est qu'un symptôme, un marqueur, une conséquence. La cause, elle, est bien plus profonde. Elle est en toi. Elle est dans des royaumes intérieurs que l'on n'ose souvent pas explorer, parce qu'on préfère blâmer une abstraction extérieure. C'est plus facile. Mais ce n'est pas vrai. Et aujourd'hui, je voudrais simplement prendre le temps, avec toi, de parcourir ce chemin de vérité. Ce ne sera pas confortable, peut-être. Mais je te promets que si tu écoutes jusqu'au bout, si tu laisses ces mots résonner au-delà des préjugés, quelque chose en toi va changer. Alors installe-toi. Prends ce temps pour toi. Et si cette conversation t'apporte quelque chose de nouveau, si elle touche une corde sensible, alors abonne-toi à cette chaîne, active la petite cloche. Parce que ce n'est que le début d'une série de réflexions conçues pour éclairer les angles morts de ta vie. Partage-la, si tu penses qu'elle peut aider quelqu'un qui, comme toi, regarde son compte en banque en soupçonnant que le problème est là, alors qu'il est tout autre. Reste avec moi. On va plonger. Parce que vois-tu, l'argent est un miroir. Un miroir brutalement honnête. Il ne fait que refléter des décisions, des croyances, des schémas intérieurs, et surtout, un rapport au monde. Si tu regardes ta situation financière aujourd'hui, elle te montre, sans phare, la valeur que tu as acceptée que le monde te donne en échange de ton temps, de ton énergie, de tes compétences. Elle te montre aussi comment tu gères ce qui te parvient. Mais le cœur du problème n'est pas dans le reflet. Il est dans la personne qui se tient devant le miroir. Imagine un homme de la Renaissance, Niccolò Machiavel. On l'a souvent cantonné au manuel de sciences politiques, à l'art froid de la prise de pouvoir. Mais ce qu'il a vraiment étudié, avec une clairvoyance qui frôle l'indécence, c'est la mécanique intime du pouvoir personnel. Pas seulement celui des princes sur les États, mais le pouvoir que tu as, ou que tu n'as pas, sur ta propre vie. Il parlait de fortuna et de vertu. La fortuna, c'est la chance, le hasard, les circonstances extérieures, l'héritage, la crise économique, le bon réseau au départ. L'argent en fait partie. La vertu, ce n'est pas la vertu morale au sens pieux. C'est la force intérieure, la capacité d'agir, la volonté, l'intelligence pratique, le courage de saisir les occasions et de modeler sa propre fortune. Machiavel observait que ceux qui réussissent, ceux qui laissent une marque, ne sont pas simplement les favoris de la chance. Ce sont ceux qui ont suffisamment de vertu pour construire des digues quand la mer est calme, afin de contenir les tempêtes de la fortune lorsqu'elle se lève. Ton manque d'argent, si tu en souffres, n'est souvent que la marée basse de ta vertu personnelle. C'est le signe que tu as peut-être laissé la fortuna ou le marché, ton patron, tes dettes, tes peurs à décider du tracé de ton litoire, sans assez intervenir avec ta propre force de construction. Pense à ces moments de la vie quotidienne. La négociation salariale que tu n'as pas osé engager. Ce prix que tu n'as pas augmenté pour ton service, par crainte de perdre un client. Cette idée de business, ce projet d'art, cette formation qui te faisait envie, et que tu as repoussé indéfiniment, parce que ce n'est pas le bon moment, ou c'est trop risqué. À chaque fois, ce n'est pas l'argent qui manquait en premier. C'était quelque chose d'autre. Une peur. La peur du conflit. La peur du rejet. La peur d'échouer et d'avoir à te regarder en face. La peur, surtout, de sortir du rôle qu'on t'a assigné, ou que tu t'es assigné toi-même. Le pauvre, le modeste, celui qui ne vise pas trop haut, pour ne pas être déçu. L'argent ne crée pas cette peur. C'est cette peur qui empêche l'argent de venir à toi. Parce que l'argent, dans une large mesure, est une récompense sociale pour la valeur perçue et pour le risque pris. Il récompense ceux qui osent affirmer leur valeur, qui jouent le jeu du pouvoir avec lucidité, sans forcément en adopter la cruauté, mais en comprenant les règles. Et la première règle, c'est que le monde ne te donnera que ce qu'il croit que tu es prêt à défendre, à prendre. Si tu te présentes en suppliant, on te donnera des miettes. Si tu te présentes en partenaire, en force avec laquelle il faut compter, alors les termes du contrat changent. Mais attention, je ne suis pas en train de te dire de devenir un prédateur froid et calculateur. C'est là toute la nuance. Machiavel, justement, ne prônait pas la psychopathie. Il prônait la lucidité.
la lucidité sur la nature humaine. Il savait que les hommes sont mus par l'intérêt, l'appétit, la peur, le désir de gloire. Et ton rapport à l'argent est imbibé de ces forces. Prends l'exemple du statut social. Tu achètes parfois des choses non par besoin, mais pour envoyer un signal. Une voiture, un vêtement, le dernier téléphone. C'est ce que le sociologue Thorstein Veblen aurait appelé la consommation ostentatoire. Tu dépenses ton argent, ton futur argent crédité, pour acheter un regard, une estime, une place dans la hiérarchie invisible du groupe. C'est une tactique, au sens machiavélien. Tu utilises des ressources pour acquérir un pouvoir symbolique. Mais si cette tactique est inconsciente, si elle est dictée par la peur de paraître pauvre, de ne pas être à la hauteur, alors elle est désastreuse. Elle te vide de tes ressources réelles pour te remplir d'une estime fictive, éphémère, qui dépendra toujours du prochain modèle à acheter. Là encore, le problème n'est pas l'argent. C'est le manque de maîtrise de soi. C'est la soumission à ce que les autres pourraient penser. C'est le fait de laisser tes dépenses être pilotées par la peur plutôt que par un projet souverain. Un stoïcien comme Sénèque, lui qui était pourtant immensément riche, aurait dit que la vraie richesse est de se contenter de peu, de ne pas être esclave de ses désirs. La pauvreté intérieure, c'est d'avoir des désirs infinis. Tu peux gagner 1000 € de plus par mois, si tes désirs gonflent de 1500, tu seras plus pauvre qu'avant. Le compte en banque dit une chose, mais ton sentiment d'abondance ou de manque en dit une toute autre, bien plus importante. Regarde aussi ta relation avec le temps, cette ressource qui est la vraie monnaie de la vie. L'argent, finalement, n'est qu'un droit de tirage sur le temps des autres. Quand tu paies quelque chose, tu paies le temps que quelqu'un a passé à le produire, à le livrer, à le concevoir. Et ton propre argent, tu l'acquiers en échange de ton temps. Alors, la question cruciale devient, à quoi cèdes-tu ton temps? Le vends-tu à un prix qui te respecte? Ou l'échanges-tu contre un salaire de consolation, juste assez pour calmer l'anxiété du lendemain, sans jamais remettre en question le marché? Beaucoup restent dans des emplois sous-payés et sans âme, non pas parce qu'ils n'ont pas le choix, il y a toujours, quelque part, un choix, même terrible, mais parce que la sécurité apparente de la mauvaise situation est moins effrayante que l'incertitude de la recherche d'une bonne situation. C'est une préférence pour la servitude connue face à la liberté inconnue. Machiavel, encore lui, notait qu'un homme se soucie plus de conserver ce qu'il a que d'acquérir ce qu'il n'a pas. La peur de perdre le peu que l'on possède est un geôlier bien plus efficace que les chaînes les plus lourdes. Alors on reste. On stagne. Et on accuse l'argent, le système, la concurrence. Mais au fond, c'est un calcul intérieur, un rapport de force entre ta peur et ton audace, qui s'est soldé par la victoire de la peur. Et puis, il y a la manière dont tu vois l'argent lui-même. Pour beaucoup, l'argent est sale. Il est corrompu. Il est le fruit de l'exploitation, de la malhonnêteté. C'est une croyance profonde, souvent héritée de l'éducation, du milieu social, de lecture. Et cette croyance est comme un plafond de verre psychologique. Si au fond de toi, tu crois que l'argent est impur, ton inconscient fera tout pour t'empêcher d'en avoir en abondance, pour préserver ta pureté morale supposée. Tu saboteras des opportunités, tu feras des erreurs de jugement, tu attireras des personnes qui te prendront ton argent, confirmant ainsi ta croyance qu'il est source de problèmes. C'est un scénario d'une ironie tragique. L'argent est neutre. C'est une énergie, un outil. Comme un marteau. On peut s'en servir pour bâtir un abri ou asséner un coup. La moralité n'est pas dans le marteau, elle est dans la main et l'intention de celui qui le tient. Tant que tu n'auras pas pacifié cette relation, tant que tu n'auras pas vu l'argent comme un simple moyen d'échange et de création, tu continueras à le repousser inconsciemment tout en le désirant consciemment. Cette division intérieure est un gouffre qui aspire ton énergie. Prenons un exemple très terre-à-terre sans grave-terre, l'épargne, ou son absence. Pourquoi est-il si difficile à tant de gens de mettre de l'argent de côté? On pourrait dire, parce que les fins de mois sont difficiles. C'est vrai. Mais regardons de plus près. Mettre de côté, c'est différer une gratification. C'est accepter un petit renoncement aujourd'hui pour une plus grande liberté demain. Cela requiert une forme de maîtrise de soi, une capacité à résister à l'impulsion du « je le veux tout de suite ». Cela requiert aussi de la confiance en l'avenir. Si tu n'as pas confiance en ton futur, si tu es convaincu au fond de toi que ça ne peut pas s'améliorer, ou pire, que tout va s'effondrer, alors à quoi bon épargner? Autant jouir maintenant de ce peu que l'on a. C'est un raisonnement émotionnel, pas financier. L'absence d'épargne révèle souvent un manque de foi en ton propre avenir, une préférence pour la consolation immédiate face à l'anxiété du long terme. L'argent, ici, n'est que le révélateur de cette relation au temps et à toi-même. Maintenant, pense aux gens que tu considères comme riches. Pas ceux nés dans la soie, mais ceux qui ont construit quelque chose. Regarde au-delà du compte en banque. Regarde leurs traits de caractère.
Presque toujours, tu trouveras une forme de clarté impitoyable dans leurs décisions. Une capacité à dire non. À refuser un dîner, une sortie, un achat impulsif, si cela ne sert pas leur projet principal. C'est une application très concrète de la vertu. Ils ont un objectif, et ils ordonnent leurs ressources en temps, attention, argent en conséquence. Ils ne sont pas nécessairement plus intelligents. Mais ils sont plus focalisés. Et surtout, ils ont généralement surmonté la peur du jugement social qui paralyse tant d'entre nous. Ils peuvent paraître égoïstes aux yeux de ceux qui pensent qu'il faut toujours dire oui, toujours être disponible, toujours dépenser pour faire plaisir. Machiavel l'aurait formulé ainsi. Il est parfois plus sûr, pour préserver son pouvoir et ses ressources, d'être estimé pour sa fermeté que d'être aimé pour sa complaisance. La générosité est une force seulement si elle est un choix délibéré, et non une soumission à la pression sociale pour être perçu comme un bon gars. Combien de sommes d'argent sont dilapidées non par besoin, mais par ce désir compulsif d'acheter l'affection ou l'approbation. Il y a aussi le rapport à la valeur que tu produis. Beaucoup souffrent d'un syndrome de l'imposteur si profond qu'ils sous-estiment systématiquement leur propre apport. Ils offrent leurs services gratuitement, ou presque. Ils ont honte de demander un prix juste. Comme si demander de l'argent pour son travail était une demande indécente. Mais en faisant cela, ils envoient un message au monde. Ce que je fais n'a pas de valeur. Et le monde, en bon élève, leur envoie exactement cela. Peu ou pas d'argent. C'est un cercle vicieux. L'argent, ici, est le reflet direct de l'estime de soi. Tu ne seras payé à la hauteur de ton vrai talent que lorsque tu auras, toi, la conviction intime que ce talent mérite récompense. C'est un travail intérieur de réévaluation. Un travail de courage. Le courage de se mettre en avant, de se vendre, de parler de ses réalisations sans faux semblant. C'est inconfortable. Cela fait passer pour arrogant aux yeux de certains. Mais c'est nécessaire. Parce que le marché est un endroit bruyant. Si tu chuchotes ta valeur, personne ne l'entendra. Il faut apprendre à la déclamer, calmement, mais avec assurance. C'est une forme de pouvoir personnel que l'on cultive. Et n'oublions pas l'imagination, ce territoire intérieur si négligé. La pauvreté financière est souvent précédée d'une pauvreté de l'imagination. On ne peut pas créer, dans le monde réel, ce que l'on n'a pas d'abord créé dans le monde de l'esprit. Si ton imagination ne te présente que des scénarios de pénurie, de difficulté, c'est impossible pour quelqu'un comme moi, alors ton cerveau ne cherchera même pas les solutions, les chemins de traverse, les opportunités. Il les filtrera, les ignorera, car ils ne correspondent pas au scénario familier de la lutte. Des philosophes comme Gaston Bachelard ont parlé de la poétique de l'espace, de la manière dont nos images intérieures structurent notre réalité. Ton paysage financier intérieur est peut-être un désert, une lande aride. Et tu t'étonnes que rien ne pousse à l'extérieur? Il faut commencer par ensemencer ce paysage avec des images d'abondance, non pas sous forme de fantasmes magiques de luxe, mais sous forme de scénarios réalistes de réussite, de projets achevés, de problèmes résolus. Visualisez non le chiffre sur le compte, mais le processus, la compétence déployée, le service rendu, la fierté qui en découle. L'argent suivra cette énergie de création, comme une ombre suit un corps dans la lumière. Bien sûr, je ne nie pas les réalités structurelles, les injustices, les parcours semés d'embûches bien réelles. Mais même dans ces contraintes, il y a une marge de manœuvre. Même dans la cellule, le prisonnier peut décider de faire des pompes, de lire, de garder son esprit actif. C'est cette marge, si infime soit-elle, qui fait toute la différence à long terme. Machiavel, exilé sur ses terres, éloigné de tout pouvoir, a écrit ses œuvres les plus importantes. Il a transformé sa fortuna calamiteuse en opportunité pour exercer sa vertu de penseur. Il n'a pas attendu que les circonstances redeviennent favorables pour agir. Il a agi avec les moyens du bord. C'est là un enseignement capital. Attendre d'avoir de l'argent pour commencer à bâtir, c'est mettre la charrue avant les bœufs. C'est avec les ressources immatérielles, l'idée, le courage, la persévérance, la capacité d'apprendre que l'on acquiert les ressources matérielles, et non l'inverse. Regarde autour de toi. Combien de personnes ont réussi, après une série d'échecs cuisants? Ces échecs, souvent, n'étaient pas financiers à l'origine. C'étaient des échecs de caractère, de persévérance, de remise en question. Ils ont dû apprendre à gérer leur ego, leur impatience, leur relation à l'échec. Chaque revers les a endurcis, a affûté leur lucidité. Ils ont appris à lire le jeu des autres, à ne pas se fier aux apparences, à distinguer un allié d'un flatteur, à toute compétence que Machiavel considérait comme vitale pour quiconque veut naviguer dans le monde des affaires humaines, quel qu'il soit. La richesse, quand elle est venue, était la conséquence de cette maturation intérieure. Elle n'en était pas la cause. Alors, que faire? Par où commencer?
Le début, c'est de déplacer ton regard. Arrête de fixer le solde de ton compte comme un médecin fixerait un thermomètre pour diagnostiquer une maladie. Le thermomètre indique la fièvre, mais il ne dit pas l'infection. Tourne ton regard vers l'intérieur. Pose-toi des questions inconfortables. Dans quelle situation ai-je accepté moins que ce que je valais, par peur? Où est-ce que je dépense de l'argent pour acheter le regard des autres? Quelle croyance héritée sur l'argent me limite sans même que je m'en rende compte? Quel projet, si petit soit-il, pourrais-je commencer dès demain avec les ressources que j'ai déjà, pour exercer cette vertu, cette force d'initiative, que j'ai laissée en jachère? Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de souveraineté. De reprendre le contrôle du récit de ta vie. L'argent n'est qu'un personnage dans ce récit, pas l'auteur. C'est un travail de tous les jours. Un travail de vigilance. Il faut apprendre à négocier avec soi-même avant de négocier avec les autres. Se promettre de ne plus fuir les conversations difficiles sur l'argent. Apprendre à tolérer l'inconfort de dire « je ne peux pas me le permettre », sans honte, ou au contraire « voici mon prix », sans trembler. C'est construire, pierre par pierre, une forteresse intérieure de confiance et de lucidité. Les stoïciens parlaient de la citadelle intérieure. C'est de cela qu'il s'agit. Quand tu as cette citadelle, les tempêtes de la fortuna, un licenciement, une crise, une perte, peuvent faire des dégâts à l'extérieur, mais elles ne peuvent plus t'anéantir à l'intérieur. Et c'est de cette place forte que tu pourras reconstruire, car tu auras préservé l'essentiel, ta capacité à juger, à décider, à agir. Au fond, devenir riche, au sens où l'entend le monde, n'est peut-être même pas le but le plus important. Le but, c'est de sortir de cette relation de victime avec les circonstances. C'est de cesser de croire que ton destin est écrit dans les chiffres d'un relevé bancaire. C'est de réaliser que le pouvoir de façonner ta vie, y compris sa dimension matérielle, repose d'abord sur des choses que personne ne peut te prendre, ta discipline, ton courage, ta clarté, ta capacité à apprendre, et ta volonté de regarder la vérité en face, même lorsqu'elle dérange. L'argent viendra, ou ne viendra pas, en fonction de 1000 facteurs. Mais si tu cultives ce jardin intérieur, tu ne seras plus jamais pauvre, quelle que soit la somme affichée sur ton écran. Tu auras la richesse de l'autonomie, du self-respect, de la liberté intérieure. Et cela, aucun krach boursier, aucune inflation ne pourra te le voler. Cette prise de conscience est le premier pas sur un chemin bien plus long. Un chemin de reconquête personnelle. Si ce que tu as entendu aujourd'hui fait écho en toi, si tu sens que tu as besoin d'aller plus loin dans cette exploration de ton propre pouvoir, alors je t'invite à rester connecté. Abonne-toi à cette chaîne. Active la cloche de notification. Parce que nous allons continuer à décortiquer, calmement, sans phare, les mécanismes qui nous gouvernent et les moyens de reprendre la main. Partage cette réflexion si elle t'a parlé, si tu penses qu'elle pourrait éclairer le chemin de quelqu'un d'autre. Et dans les commentaires, dis-moi simplement quelle question cette écoute a soulevé en toi. Quelle est la première chose, non financière, que tu pourrais changer demain? Prends soin de toi. Prends soin de cette forteresse intérieure. Construis-la, jour après jour. Le reste, l'argent, les opportunités, les circonstances, tout cela suivra. Fais-moi confiance. Fais-toi confiance.